Cela ressemble à n'importe quelle plantation agricole, mais elle est peut-être la clé pour concevoir un nouveau carburant renouvelable destiné aux avions ou pour remplacer les ressources fossiles utilisées dans la fabrication des plastiques. Comment y arriver? Quelles sont les attentes et les difficultés? C'est ce que ces chercheurs essaient de savoir sur ce site d'expérimentation. C'est ici, près d'Athènes, que des ingénieurs agronomes cultivent des plantes qu'ils jugent prometteuses en vue d'élaborer des combustibles plus verts. Ils étudient leurs composants oléagineux, leur rendement et leur adaptation au climat et à la plupart des sols méditerranéens. Tour d'horizon des avantages et des inconvénients de quelques-unes de ces espèces. Ça, c'est du ricin, une plante oléagineuse annuelle présente en Méditerranée. Chaque année, sa production est d'environ 4 à 5 tonnes de graines par hectare, avec une forte concentration en huile d'environ 40 à 50%. Là, nous avons de la couféa, une plante qui vient d'Amérique. Nous en sommes encore au stade expérimental. Son rendement reste très faible, moins d'1 tonne de graines par hectare, et sa concentration en huile n'est que d'environ 20%. Et ici, c'est une plante originaire d'Asie, le cartame. On estime qu'elle est très bien pour l'agriculture méditerranéenne. Il y a des variétés qui se récoltent à l'automne et au printemps et qui s'adaptent à tous les types de terres et de climats. Elle pourrait être cultivée dans le monde professionnel d'environ 5 ans. Voyons à présent où les caractéristiques chimiques de ces plantes sont analysées. Dans ce laboratoire de Lille, dans le nord de la France, par exemple, les chimistes tentent de comprendre si des composés issus de plantes permettraient de remplacer efficacement les molécules aujourd'hui extraites de ressources fossiles. Si oui, lesquelles et comment procéder? D'après ces chercheurs, les résultats sont encourageants. Nous avons fabriqué un nouveau type de carburant aviation que nous avons testé sur turboréacteur. Donc nous avons fait 15 mètres cubes de mélange avec 10 à 20% d'un nouveau composant issu de la biomasse qui permet d'avoir des propriétés techniques de ce carburant aviation supérieures tout en permettant d'avoir une pollution moindre. Maintenant, nous en sommes au procédé de certification puisqu'une fois que vous avez fait un nouveau carburant, il faut le faire certifier pour avoir le droit de faire voler des avions avec. Mais une fois les plantes transformées en carburant plus vert dans des bioraffineries, que faire des résidus organiques? Revenons en Grèce où ces scientifiques disent connaître la réponse. Ce réacteur de gazéification leur a permis de savoir quels déchets sont les plus performants pour élaborer des gaz comme l'hydrogène ou le monoxyde de carbone utilisables dans la production de chaleur ou d'électricité. D'après l'équipe, ces résidus peuvent être recyclés facilement et sans nuire à l'environnement. La seule chose qui reste après le passage du contenu de la biomasse dans le gazéificateur, ce sont des cendres. Celles-ci renferment un tout petit pourcentage de matière inorganique qui fait partie de la biomasse comme du potassium, du calcium et du fer. Tous ces composés ont été puisés dans le sol par les plantes. Et après gazéification, on peut généralement les répandre sur les champs sous forme de compost. Et donc, on ferme ainsi le cycle de transformation de ces composés végétaux. Cette expérimentation menée ici en Grèce n'est qu'un exemple de la myriade de projets lancés dans le cadre des initiatives technologiques conjointes, les JTI en anglais. Un vaste effort commun du public et du privé pour promouvoir la recherche en Europe dans des domaines stratégiques très divers. Parmi ces secteurs, les bio-industries qui inventent des produits du quotidien plus écologiques, mais qui développent aussi une nouvelle génération de vaccins, de traitements et de médicaments. Elles conçoivent des systèmes dans l'objectif de mieux gérer l'espace aérien européen ou encore mettent au point le design d'avions moins polluants et plus silencieux. Elles imaginent des trains et des infrastructures ferroviaires plus sûres et travaillent sur la fabrication d'équipements électroniques plus performants.
mais aussi sur une plus grande utilisation des piles à combustible et de l'hydrogène dans l'industrie, l'énergie et les transports. À présent, montons dans un bus très différent de ceux qui roulent en général sur les routes européennes. Quelles sont ses spécificités? Nous vous invitons à un voyage à bord des modes de transport public du futur. Ce bus qui circule à Brugg, en Suisse, roule grâce à de l'hydrogène en partie produit grâce à des énergies renouvelables. Des villes italiennes, mais aussi Londres et Oslo, exploitent le même type de véhicule. Ils disposent de piles à combustible qui, grâce à l'hydrogène, produisent de l'électricité tout en rejetant uniquement de la vapeur d'eau. Un bus qui s'avère aussi plus silencieux que ceux roulant au diesel. Oui, il y a moins de bruit. Le bruit est différent. On a l'impression que c'est moins saccadé, c'est assez agréable. La conduite est plus souple. C'est plus tranquille, sans stress, c'est plutôt bien. La plus grande différence dans la conduite, c'est peut-être le centre de gravité qui est dans la partie plus haute, là où se trouve l'hydrogène. Le bus fait 1 tonne de plus qu'un diesel et quand on prend un virage, on remarque que c'est un peu différent par rapport à un bus classique. Le bus suisse est sorti de ses ateliers situés à Mannheim en Allemagne. Sur place, on ne construit pour l'instant que des prototypes. D'après les ingénieurs, les connaissances techniques doivent encore progresser pour pouvoir lancer une production industrielle. L'inconvénient de ces véhicules, c'est que leur prix d'achat est encore largement supérieur à celui des bus diesel. Il y a aussi le fait que les opérateurs doivent mettre en place un réseau de stations-service proposant de l'hydrogène. Pour améliorer encore ces procédés, d'autres recherches sont menées dans des laboratoires comme celui-ci en Suisse. Elles visent à produire des piles à combustible à hydrogène plus performantes en vue d'atteindre 3 objectifs. Le facteur le plus important, ce sont les coûts. Tous les éléments doivent être d'un prix raisonnable, sinon la propulsion à pile à combustible est trop chère. Le second point, c'est la durée de fonctionnement. Le système doit avoir la même durée de vie que le véhicule lui-même. Troisième aspect, la performance et la densité de puissance. Ce qui veut dire que nous voulons transformer l'hydrogène en un maximum d'énergie pour un poids et un volume de gaz les plus faibles possibles. C'est dans cette optique que des scientifiques mettent au point et construisent une nouvelle génération de bus à hydrogène dans des usines comme celle-ci en Belgique. Ce prototype, actuellement en phase de test, rejoindra bientôt le réseau de la ville d'Anvers. San Remo et Aberdeen l'ont déjà adopté. Son autonomie est d'environ 300 km et son moteur hybride permet de réduire d'environ 1000 tonnes les rejets de CO2 émis au cours de son cycle de vie. Principale caractéristique de ce bus, c'est un bus à pile à combustible hybride. Ce qui signifie qu'il a 2 sources d'énergie pour sa traction. L'une, c'est la pile à combustible qui alimente directement les moteurs électriques en électricité et l'autre, ce sont des batteries de traction qui font la même chose. L'ensemble est contrôlé électroniquement pour maximiser l'utilisation de l'énergie. Dans des stations-service spéciales, il faut en général 11 minutes pour remplir les réservoirs intérieurs d'hydrogène, même si cela dépend de la température extérieure. Les règles de sécurité sont les mêmes que pour une station essence traditionnelle. Créer une station qui est compacte, qu'on peut reproduire et installer n'importe où on a accès à l'hydrogène. Donc, créer ça dans un type de container avec toutes les mesures de sécurité autour, avec tous les moyens de surveillance à distance,
Ça a été un défi pour ceux qui ont réalisé ce projet-là. Un bus à hydrogène coûte environ 6 fois plus cher que son équivalent roulant au diesel. Les frais liés à sa maintenance sont aussi plus élevés. Les sociétés de transports urbains sont malgré tout prêtes à investir, sous réserve que certaines conditions soient remplies. Nous en sommes encore à la phase expérimentale, également d'un point de vue économique. Mais je pense qu'avec le temps, les prix vont baisser, bien évidemment, ce qui nous donnera l'opportunité à moyen ou long terme d'intégrer plus de bus à hydrogène dans nos flottes. Sur ce point, comme sur les performances de cette technologie elle-même, les scientifiques ont bien conscience de devoir poursuivre leurs travaux afin de tracer la route des bus à hydrogène de demain.